Fantastica. Bienvenue à vous tous à cette version abrégée de l'émission intitulée Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et il me fait grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter une des multiples chroniques réalisées dans le cadre de notre émission radio qui existe depuis 2003. Fantastica est une émission radio diffusée sur le web dans laquelle je m'entretiens pendant plus de 3 heures avec de nombreuses personnes qui nous parlent de diverses passions qui occupent notre quotidien de tous les jours. Au cours des années, nous avons amassé plusieurs centaines d'entrevues que nous vous présentons ici de façon individuelle avec des sujets qui passeront du cinéma à la musique, du jeu vidéo au comique et la bande dessinée, sans oublier des univers tels que l'astronomie, la mythologie, l'archéologie, la littérature, le paranormal et bien d'autres sujets. De plus, je vous présenterai également de multiples entrevues que j'ai réalisées avec diverses célébrités de différents milieux. Aujourd'hui, je diffuse une entrevue que j'ai réalisée avec le maître coutelier José Cabral de Braga. M. de Braga est décédé malheureusement le 16 février 2025 et c'est avec une grande tristesse que je diffuse ici la seule entrevue que j'ai eu la chance de faire avec M. de Braga. Aujourd'hui, à Fantastica, j'ai l'honneur d'accueillir en studio M. José de Braga. Et quand je dis en studio, il faut s'entendre, on est encore en confinement. Donc, M. de Braga est probablement présentement soit dans son studio à lui ou dans son salon. Et moi, je suis dans le mien. Alors, José de Braga, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous expliquer un petit peu à mes auditeurs qu'est-ce que le domaine de la coutellerie? Le domaine de la coutellerie, on a inclus là-dedans tout ce qui a un côté tranchant, avec à l'autre bout une poignée pour l'utiliser. ça peut varier de l'épée à la baïonnette à un couteau de boucher, un couperet. C'est varié comme approche. Puis ça dépend toujours du client, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il cherche. Une dague de chasse, c'est différent d'un couteau de chasse. C'est l'utilité est différente aussi, l'utilisation est différente. Quand un boucher arrive, il va avoir un couperet, un coupe-coupe, on l'appelle. Ça aussi, ça dépend de ce qu'il veut avoir. S'il veut quelque chose de lourd ou de très léger, il veut choper des petits morceaux ou couper des os. Tout l'aspect de la construction de ces couteaux-là rentre en ligne de compte, puis là, tu fabriques ce que lui veut, ce que le client cherche. Je pense qu'on peut inclure le katana là-dedans aussi, n'est-ce pas? Les katanas, c'est des armes. OK. Des armes de samouraï. À l'époque, ils étaient très prisés et très bien conçus aussi par les forgerons japonais. Ils avaient découvert une technique pour sandwicher, faire une sandwich avec 2 types de métaux différents, ce qui donnait plus de tranchant avec l'acier dur. Puis ils sandwich avec un acier qui est très flexible. Donc, l'épée, elle ne cassait pas. Elle faisait son travail sans casser, avec plus de flexibilité. C'est ce qu'ils appellent le sans-maille. Okay. C'est encore fait aujourd'hui. C'est encore très onéreux d'avoir un forgeron japonais qui produit une lame comme ça. Ça peut varier entre les 4 000 et 11 000, ça dépend. José de Braga est reconnu comme étant un maître et une légende dans le domaine de la coutellerie. J'avais déjà lu un article où est-ce que José de Braga disait « C'est bon à savoir, si mes enfants avaient su ça à l'époque, ça aurait été peut-être plus facile de les envoyer se coucher au lit. »
Je ne sais pas si vous vous rappelez de cet article-là. Je l'avais bien ri quand je l'avais lu. Oui. C'est quoi qui a amené José de Braga dans le domaine de la coutellerie? J'ai toujours été passionné par les canifs, les couteaux de poche. Je trouvais ça absolument extraordinaire que quelqu'un puisse traîner un outil qui était aussi versatile. Tu peux couper un bout de bois avec ça, tu peux défaire un nu de l'entrelacet, tu peux enlever des étiquettes, là, tu peux barrer les toasts avec ça, tu peux... c'est la panoplie de choses qui peuvent être faites avec ça, c'est incroyable. Puis tu traînes ça dans tes poches. Wow! Moi, j'ai trippé bien dur là-dessus. Surtout, la première fois que j'en ai vu un qui ouvrait automatique. Ça m'a branché carrément. Mon père m'amenait à tous les mois chez le coiffeur. Puis la petite fille qui était chez le coiffeur, elle aimait ça venir jaser avec moi quand j'étais là. Puis cette journée-là, ça ne me tentait pas, puis je pleurais. Tu sais, j'étais jeune, je devais avoir 4 ans, 5 ans. Puis elle a trouvé ça, elle était en pitié. Fait qu'elle était allée me chercher quelque chose pour changer les idées. C'était le canif de son père, qui était automatique. Fait qu'elle monte le canif, puis elle pèse sur le piton, puis la lame, elle sort. Ça m'a sidéré de voir une lame qui sort de façon automatique. J'ai dit, wow! Il y avait un tire-bouchon là-dessus, il y avait 2-3 autres affaires. C'était un couteau genre suisse, et automatique. À partir de ce moment-là, j'ai été branché, très branché sur les couteaux. Ouais. À ce moment-là, quand on a décidé de faire ça dans sa vie, est-ce qu'on a eu un mentor, un professeur, ou est-ce qu'on a nous-mêmes fait des tests et erreurs pour développer la technique? Ça a été long avant que je me lance là-dedans. Ça a été très long. Quand j'étais jeune, je m'intéressais au couteau, je regardais les quenelles une personne agressive parce que j'aime les couteaux. Tu sais. Fait que ça a été long avant que je me décide à commencer là-dessus. Du talent, oui, si tu n'en as pas au départ, si tu n'as pas un certain talent pour dessiner, pour mettre sur papier les idées que tu as dans la tête, si tu n'as pas ça au départ, tu vas trouver ça difficile. Mais une fois que tu as ton modèle, que tu le mets sur papier, tu peux t'en servir comme gabarit. Là, ça devient plus facile et plus rapide. Mais en général, tu es bloqué avec 1 ou 2 modèles. Il y a beaucoup de couteliers qui font leur vie avec 1 ou 2 modèles. Les grands couteliers, genre Lake, il y a juste un modèle de canif. Ça vend des fortunes. Il a sorti son modèle de lockback. Puis ça, c'était inusuel pour l'époque. Puis ça fonctionne encore aujourd'hui. Mais quand tu peux varier tes modèles, puis tu les apprêtes à toutes les sauces, tu peux avoir un style, puis sortir tous les couteaux avec ton style. Mais il faut savoir dessiner à ce moment-là. Ça devient plus difficile. Mais si tu pars avec un modèle de base, puis que tu restes avec ton modèle de base, mais tout le monde va te reconnaître avec ta signature. À ce moment-là, c'est quoi le style de M. José de Braga? J'en ai pas de style. J'ai pas réellement de style. Ils disent que c'est genre futuriste. Oui. Moi, je trouve ça un peu plus steampunk. Futuriste, steampunk, quelque chose du genre-là, peut-être. Mais je suis pas attaché à aucun style. Je peux m'en aller dans le victorien ou dans le figuratif. Ça me dérange pas. Comment qu'on en est venu à travailler la coutellerie? Ça a été long avec le médecin, comme je te le disais, à cause des considérations. Puis à un moment donné, j'étais dans l'armée. Puis j'ai vu un film qui s'appelait Iron Mistress, avec Alan Ladd. Il y avait un beau yeux. Puis ça m'a frappé de voir le forgeron créer une pièce que le monsieur avait amenée en bois, à partir d'une pièce. Donc, j'en ai fait une en bois, okay. Comme ça, pour le fun. Puis, un peu plus tard, je suis mis la main sur un livre où il y avait des processus. Il n'y avait pas juste la forge. Puis là, ça m'a intéressé. Je dis, parce que la forge, comment
Puis, à un moment donné, j'ai acheté plus de matériel pour le faire. Mais avant de me lancer carrément là-dedans, j'en faisais au niveau de la joaillerie, en tant que joaillier. Et je sortais des petits califs miniatures que tu pouvais porter au cou, comme un pendentif, qui fonctionnait. Tu ouvrais la lame, puis il y avait une petite canne en argent. Puis je me suis mis à en faire aussi en métal. Puis, chaque fois que ma femme rentrait dans l'atelier, je mettais une feuille de papier par-dessus. Je le cachais, pas pour qu'elle ait peur. À un moment donné, il dit, c'est quoi ça? Il m'a demandé. Des couteaux que je suis en train de réparer. Puis, il dit, José, pourquoi tu te caches pour faire ça? Il dit, si tu veux faire des couteaux, fais-en des couteaux. Il dit, OK, ça te dérange pas? Il dit, non. Écoute. Et à partir de là, je me suis mis à en faire des couteaux. Puis les premiers couteaux que j'ai faits, ils étaient corrects. Il n'y avait pas d'erreur dessus. Puis après ça, on a développé sa technique. Après ça, j'ai développé le design, ma personnalité. Qu'est-ce que je voulais faire, qu'est-ce que je voulais voir comme une lame, en fait de lame. Puis je me suis mis comme but d'inspirer le monde de la coutellerie à changer des formes qu'il y avait déjà, qui étaient centenaires, qui étaient toujours la même forme de lame. Aucun détail intéressant à regarder. Puis à ce niveau-là, je pense que j'ai réussi à changer la face de la coutellerie. Les gens se sont mis, les couteliers se sont mis à élaborer leur propre design, leurs propres idées, leur propre façon de voir une lame. Puis je suis content de voir ça. C'est très versatile. Aujourd'hui, tu regardes les lames qui sont des lames impossibles. C'est incroyable. Mais je pense que moi et quelques autres couteliers ont été à la base de tout. Je suis pas tout seul à avoir sacré une claque à... Est-ce qu'on va comprendre à ce moment-là il pourrait y avoir deux types de couteliers, c'est-à-dire il y a la coutellerie conventionnelle pour faire des couteaux, des choses comme ça, mais il y a la coutellerie qui est beaucoup plus coutellerie de collection où est-ce que les gens font des épées ou des couteaux, mais que c'est uniquement pour exposer, puis là, à ce moment-là, on peut aller son côté artistique. Oui. Ce domaine-là, on l'appelle la coutellerie d'art. OK. À une certaine époque, c'était pas reconnu, mais aujourd'hui, ça l'est, si je ne me trompe pas. Je m'avance peut-être un peu trop, parce que les douaniers considèrent la coutellerie d'art comme des armes pareilles. Les autres sont stock sur une définition. Mais effectivement, oui, une coutellerie d'art. Tu peux commander un couteau pliant dans un coutelier CLM, puis c'est 7, 8, 10 000, 20 000, c'est pas des prix qui sont qui se voient très souvent. Ça sort très souvent à 15, 20 000 dollars. Fait que oui, il y a un marché pour la coutellerie d'art, mais faut s'entendre là-dessus. Faut que tu sois réellement bon pour arriver là, il faut que tu sois reconnu par tes pairs, puis les collectionneurs regardent, puis ils disent oui, il y a du potentiel là-dessus, puis là, ils commencent à investir. Puis l'autre coutellerie c'est une coutellerie utilitaire, c'est très dispendieux, oui, plus dispendieux que les compagnies, que les couteaux faits par une compagnie. Par contre, tu as le choix des métaux, fait que le couteau va être beaucoup plus performant. Peut-être pas mieux fait, mais beaucoup plus performant. Le même couteau fait par une compagnie, peut-être 75, 150 $, puis fait par un artisan, un coutelier, ça peut monter jusqu'à 5, 600, 700 pour le même couteau. Sauf que il est fait à la main, avec les meilleurs matériaux qu'il y a sur le marché. Lorsque quelqu'un arrive à José de Braga avec un concept, ça peut prendre combien de temps? Est-ce que normalement la personne va juste dicter un concept, puis vous allez le dessiner, puis vous allez le réaliser? Ou est-ce que des fois, il va juste vous dire, je cherche un couteau de M. de Braga, faites-moi votre création que vous voulez, je suis preneur. Comment ça fonctionne un petit peu quand quelqu'un arrive voir José de Braga pour faire la conception d'une arme? Ben, on va dire d'un couteau ou d'un... Là encore, il y a plusieurs façons de faire. Moi, je fais mes propres designs, puis je les mets en vente. Quand on parle de custom, là, la personne dit oui, est-ce que je peux avoir ce modèle-là, mais avec un manche différent, la lame plus longue ou quelque chose. Ça arrive, ça aussi, quelquefois. Il y a aussi le customer qui a son idée propre, puis il m'envoie le design de ce qu'il veut avoir.
Faut que je crée le mécanisme qui va aller là-dedans. Puis quelquefois, je suis obligé de changer, de modifier un peu. Mais en général, les gens apprécient énormément. On parle de combien de temps à peu près pour la conception d'un couteau ou d'une épée? Ça peut prendre 2 semaines, plutôt 3 semaines. 3 semaines à 1 mois et demi, 2 mois. Pour la majorité des patterns que moi j'ai créés, que je fais de moi-même, ça peut prendre à peu près ça, 2 mois. À ce moment-là... Oui, excusez. Tu peux comprendre le prix qui va avec. Ah ben oui, c'est sûr. Ben, de toute façon, si vous en faites, mettons, un à tous les 2 ou 3 mois, parce que je suppose que vous en faites juste une quand vous travaillez avec ça, vous en faites pas plusieurs en même temps. Donc à ce moment-là, ben, si vous gagnez votre vie avec ça, il faut effectivement être capable de rentabiliser l'œuvre en question, parce qu'il y a les coûts. Hein, c'est vous qui assumez tout à ce moment-là au niveau de la production? Oui, j'assume tout. Vous avez vos équipements? Il y a une façon de faire qui est plus rapide. C'est comme je t'expliquais tout à l'heure, comme M. Lake. Lake, il a tous des gabarits pour faire tous ces couteaux. Fait qu'il met le gabarit là-dessus, ça découpe la lame, mais un autre gabarit, ça découpe le manche. Mais un autre gabarit, il en fait un par semaine. Ça va quand même assez vite. Oui. Mais c'est un autre type de production. L'ingéniosité qu'il y a dans le mécanisme, j'ai super aussi. Il y en a d'autres aussi en France qui font des travaux similaires. Mais puis ils se donnent pas. Tu sais. Ça leur prend une semaine ou 2. Je vous dis, les machineries, il faut qu'ils se payent. Le matériel, il faut qu'ils se payent. Le temps qu'ils mettent là-dessus, il faut qu'ils se payent. Fait que les prix sont très élevés. Parlant de machinerie, est-ce que ça prend beaucoup d'équipement pour pouvoir faire de la coutellerie? Moi, j'ai commencé, j'avais juste mes dents. C'est un bon départ. Des limes. Ça, c'est quand tu commences avec des limes. Moi, j'ai commencé avec des limes. Il y en a qui n'aiment pas ça, commencer à la base avec des limes. Fait que ils vont faire des erreurs quand ils vont commencer à limer, ça, c'est sûr. Fait que, il faut qu'ils apprennent à limer ça, premièrement. Parce que si les machines brisent puis qu'il faut que le travail sorte, ben, ils sont obligés de prendre la lime et de finir le travail avec ça. L'autre outil qui est super important et qui est utile, c'est une perceuse. Perceuse à collet. Ça va t'aider pour profiler les lames si tu n'as pas de scie. Tu perces tout le long de la lame. Puis avec une scie à main, tu découpes dans tous les trous. Ça va rapide. Ensuite, tu prends la lime puis tu enlèves toutes les petites vagues qu'il y a dessus. Puis ton profil de la lame vient d'être fait. Et tu continues à la lime pour faire les moutures de support de tranchant. Ça, c'est les débuts. Les outils principaux que tu as à avoir, c'est des limes, plusieurs types de limes, une perceuse de colonne, une scie à main à faire, puis tu es capable de faire un couteau avec ça. J'ai déjà vu des couteaux ou des lames d'épée avec un travail fait dans la lame. Ouais, c'est qui est probablement pas très facile à faire, vu que veut pas. Ça, vous faites pas ça avec de la lime? Non. Ça, c'est fait avec des ciseaux. Avec des ciseaux? Oui, des ciseaux en métaux. Ou comme les graveurs, ils ont comme des petits ciseaux faits en diamant, là, ou des petits ciseaux, comme des ciseaux à bois, mais sauf que c'est pour le métal. C'est trempé très dur. Puis le métal, il n'est pas trempé quand tu travailles, parce que une fois trempé, ça se travaille plus. Puis ils graffinent, autrement dit, avec ils font des patterns dedans. Ils enlèvent le fond, puis ça fait plus élevé, puis ça fait des gravures 3D, un peu plus 3D. Ouais. Ça, c'est un domaine qui est à part, ça fait pas partie de la coutellerie. Okay. Mais il y a des couteliers qui le font. Ils ont appris du sujet, puis ils l'ont maîtrisé, puis ils le font sur leur propre couteau. Mais c'est un domaine qui est à part. T'as des grands noms là-dedans, dans la gravure. Ils font pas juste des couteaux, ils font des cuillères pour beurrer, ils font des pistolets, des fusils de chasse. Ils vont graver un paquet de choses. Mais c'est des noms qui sont... Même que c'est difficile d'avoir un item gravé par les autres, ils ont une liste d'attente. Tellement il y a de monde, tellement ils ont de clients. C'est tout difficile. Ouais. Comme moi, j'en fais de la gravure, mais c'est personnel. C'est pas la gravure standard. J'utilise des turbines, genre des turbines de dentiste, avec des fraises qui sont vendues pour la denturologie. Okay. Puis je grave, mais je sculpte avec ça.
Est-ce que l'avènement du numérique permet d'aider un petit peu à aider pour les nouvelles personnes qui font de la coutellerie à faire des styles un petit peu plus différents sur une lame avec plus de facilité? À l'époque, les gens utilisaient vraiment, comme vous disiez tantôt, là, quelque chose de plus manuel, mais aujourd'hui, avec l'informatique, y a-t-il des machines qui fonctionnent, qui le font une fois que vous le faites sur l'ordinateur, puis eux autres vont reproduire le dessin ou la gravure que vous désirez avoir sur votre épée ou sur votre couteau? Ça, j'ai vu les machines qui font ça. J'en ai pas de ça. J'aime pas m'en aller dans la machinerie, dans l'informatique. C'est pas un domaine qui me plaît. J'ai horreur de calculer puis de X, Y, Z. J'y vais avec mon instinct. Alors je vais là, donc je ne vais pas dans l'informatique. Je vais conserver mes talents naturels, puis je vais continuer à sculpter de façon plus ou moins naturelle, avec des outils automatisés, oui, que je contrôle manuellement. Un ordinateur, tu ne contrôles pas ça manuellement. Tu peux essayer le piton, puis c'est lui qui travaille à ta place. J'en connais plusieurs couteliers qui ont des ordinateurs comme ça, puis qui font leurs couteaux, c'est impeccable. Le fit des pièces qui vont là-dessus, tu vois rien. Tu vois pas de ligne. C'est tellement flush que ça n'est tellement, là, c'est tellement précis, là, que c'est bon à rien. Parce qu'il n'y a pas de jeu. Fait qu'à la minute que tu mets ça dans tes poches, puis qu'il y a un peu de poussière, la lame rouvre plus, elle bloque. Fait que c'est trop précis, trop précision. Il y en a un qui a passé son temps à réparer ses couteaux comme ça, parce qu'il retournait, la lame rouvre plus. Fait que c'est de la chenoute de faire ça, tellement précis qu'il n'y a plus rien qui passe. Faire ça dans l'ordinateur, quand oublie ça, là, c'est trop précis. Et à moins que tu me mettes en dessous d'une cloche de verre, là, qu'il n'y a rien qui passe à travers, c'est bien beau, là. Puis là, tu apprends, tu joues, tu ouvres la lame, tu le remets en dessous de la... Le lendemain, tu reviens, oups, c'est une particule de peau qui est partie d'une nouvelle civilisation, puis la lame ne rouvre plus. Fait que tu l'envoies au créateur pour qu'il la renettoie, puis qu'elle soit en marche. Mais c'est encore trop précis. Trop de précision, c'est pas bon non plus. Non, c'est un fait. Ça prend un jeu. C'est comme dans les moteurs. C'est comme dans n'importe quoi. Si t'as pas de jeu, tout jamme. Ça a pris combien de temps à José de Braga pour avoir une renommée dans le domaine de la coutellerie? J'en ai aucune idée. Moi, quand j'ai commencé, ça a pris 5 ans, puis j'étais sur la page couverture d'un magazine. OK. D'autres ont travaillé 25 ans, ils ne sont jamais fait du futur nulle part. J'avais tendance à croire que c'est la personnalité de la personne, ce qu'elle dégage quand elle va dans les shows de couteaux. Puis si sa personnalité est agréable, les gens vont s'intéresser à ce qu'il fait. Puis là, ils vont regarder son travail. Puis si le travail plaît, il va avoir du succès. Il va commencer à vendre. Même si son travail n'est pas parfait, mais la personnalité puis le design vont faire que les gens vont consommer. Si la personnalité de la personne regarde le monde comme si c'était quelqu'un qui n'aime pas, ils n'ont pas d'affinité dans leur regard ou dans leur expression, ça agit comme un élément qui repousse les gens. À ce moment-là, ta popularité, mais elle n'augmentera pas. Faut que tu regardes tout le monde comme si c'était des amis, pas des ennemis. Si ta personnalité, si tu as des problèmes, laisse-les chez vous. Si tu n'aimes pas certains types de personnes, ben, habitue-toi à être poli et agréable avec eux autres quand même. C'est comme travailler dans le public. C'est travailler dans le public. C'est un travail public. Si tu n'aimes pas le monde, c'est sûr que tu ne seras pas connu. On va parler de votre expérience avec le cinéma. Parce qu'à un certain moment donné dans votre carrière, vous avez été approché par, je pense, c'est Lionsgate, pour travailler sur le film Highlander 3. Qu'est-ce que vous aviez fait pour la production? On m'a demandé de créer un katana pour le personnage, l'ennemi. Oui, attendez, ça, je vais vous le dire. Là, Mario Van Peebles, qui était le côté sombre de la force. J'ai créé ce katana-là. J'avais montré un prototype avant que j'ai fait. Quand ils sont venus me voir à la maison pour discuter de ça. Puis je leur ai montré un prototype. Ils m'ont dit, ouais, ça serait quelque chose de genre là.
manche de Conor McGregor pour qu'il ait l'air vieux et utilisé. Beaucoup utilisé. J'ai dit OK. Et ils m'ont donné deux, trois manches comme ça pour retravailler. Quand ils m'ont donné ça, j'avais un show qu'il fallait que je fasse à Paris, puis il me restait juste une semaine. J'ai dormi 8 heures cette semaine-là. J'ai terminé le manche parce qu'il fallait qu'il moule avant que je parte pour le show de Paris, pour pouvoir faire des explicatos et commencer à tourner le film. Et j'ai livré le manche, puis j'ai amené quelques couteaux pour le show. Les autres, il n'y en avait pas besoin. J'ai pu les faire en revenant. Ceux pour McLeod. Il y en avait besoin d'un aussi avec un spring dedans pour que quand tu pousses la lame rentre dans le manche au lieu de... J'ai tout conçu ça. Puis ça a donné un résultat qu'on a vu à l'écran. Oui, puis j'ai vu des photos aussi, parce qu'il y a des gens qui ont fait un site là-dessus, puis ont montré des images de vos œuvres. C'était vraiment sublime. J'ai fait un canif aussi pour Alain Dorto. C'est l'actrice qui elle prend pour ouvrir un code de lait. Ce petit canif-là, c'est moi qui l'ai fait aussi. Y avait-tu une plaque aussi? Il n'y avait pas de plaque. Il y avait la vieille épée de McLeod sur C'est l'emblème du clan des McLeod, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Sur la tombe de Heather. Cela, je l'avais fait aussi. Vous avez été formateur aussi, M. de Braga? Formateur. Formateur dans le domaine de la coutellerie. J'ai donné des services de formation, oui, à 3 ou 4 personnes, mais pas, j'avais pas une école à moi. En général, les personnes qui venaient me voir, c'est parce qu'ils étaient bloqués sur certaines choses. Ils avaient déjà entamé, fait des couteaux, ils s'étaient déjà essayé d'en faire. Puis à partir de ce qu'ils avaient fait, là, je leur disais, tu as besoin de tel outil. Tu as besoin de formation sur tel outil. Ou de ça. Puis, oui, quelquefois, je leur offrais de faire un cours en moyennant rémunération. Et ils partaient avec un couteau fini, qui valait le prix de la formation. Ça fait que tout le monde était content. Ici, je vous disais, il y a des gens qui nous écoutent qui seraient peut-être intéressés par le milieu de la coutellerie. Ça serait quoi les suggestions que vous pourriez leur faire? S'ils sont intéressés par le milieu, je leur conseillerais d'aller chercher un bout de métal. S'ils ont des outils pour tenir ce métal-là puis pouvoir limer dessus, ben qu'ils commencent par ça. S'ils sont capables de traverser à travers ça, puis de faire un couteau avec ce bout de métal-là, puis qu'ils sont contents d'avoir fait ça, puis qu'ils en veulent plus, ben ils peuvent prendre une lame plus longue, dans le genre, au lieu d'en faire une de 3 pouces, d'en faire une de 6 pouces. Mmh. Puis s'ils sont contents d'avoir sué là-dessus, avec juste une lime, ce serait peut-être intéressant d'aller chercher des livres qui parlent comment faire de l'émouture avec des machines, avec des papiers sablés, tout ça. S'informer un peu plus. Puis d'investir au fur et à mesure. Mais pas aller chercher une méligne, des grinders, qui valent des fortunes pour s'apercevoir que t'aimes pas ça. Si t'aimes ça, allumer, tu vas adorer sur le grinder parce que ça va être plus rapide. Si tu n'aimes pas ça au départ avec la ligne, oublie ça. Non, c'est sûr, parce que c'est de l'investissement que finalement, ça peut être jeté au vidange parce que si tu n'aimes pas ça, ben là, tu vas être obligé de vendre ça à moitié prix. Puis là, bon, il y en a qui vont être contents, Marc. Oui, mais pas votre compte. Pas le compte en banque de la personne qui l'a acheté pour la première fois. Monsieur de Braga, est-ce qu'on a la chance d'être retraité présentement et d'être au repos à la maison? Pas présentement, non. Non, donc on continue à faire retraité, oui, je suis retraité. Je prépare ma retraite tranquillement. J'avance tous mes couteaux à une étape où je peux dire, oui, je suis à ma retraite. Puis là, je me suis puis je finis un couteau. Puis je prends mon temps pour le finir. Probablement avec une tisane, parce que la bière passe plus. Puis, mettre ça de côté. Puis, quand je vais passer l'arme à gauche, mais ma famille prendra tout ça pour payer l'enterrement. Je suis rendu là. Mais j'ai 2-3 projets qu'il faut que je finisse avant de dire, OK, là, je peux me retirer carrément. J'en ai encore 2-3 sur la table. Ouais, puis Il y en a un qui est long. Sacrément. Vous connaissant, vous n'arrêterez pas non plus. Vous avez une vraie passion en vous. Oui,
faire plaisir aux autres. Monsieur, J'ai plein de petits projets comme ça que je veux faire. Puis que je vais faire autant que je vais avoir la santé, puis de le faire. Il y en a plein, j'en ai une centaine. J'en avais pour 3 ans d'année sabbatique, juste à m'amuser dans ces petites affaires-là. Des petits canifs, des pendentifs, des bagues, toutes sortes de choses qui me trottent dans la tête depuis longtemps. Quand là, j'ai commencé, il y en a une 50aine qui attendent que je sois libre pour travailler dessus. les petits projets que j'ai mis à côté, les vis sont là, le manche est là, tout est là, ils ont juste besoin d'être raffinés puis d'être assemblés. Il y en a qui ont besoin d'être trempés avant. Il y en a plusieurs qui sont déjà trempés, ils attendent juste que j'aie le temps d'embarquer dessus. Puis ça va venir quand je vais être carrément à ma pension. Quand je vais dire, OK, c'est fini, je prends plus de commandes. Là, je vais m'amuser. Si les gens veulent voir un petit peu vos travaux, vos œuvres, y a-t-il un endroit où est-ce qu'ils peuvent aller? La seule place qu'ils peuvent aller, je pense, c'est sur Facebook. Okay. Vous avez votre page Facebook? Oui, il y a plein d'albums là-dedans. Il n'y a pas juste un album, il y en a plusieurs. Okay. Il y a plusieurs items qui sont là-dessus. Fait que à ce moment-là, vous m'enverrez ça, je vous mettrai ça sur notre page Facebook pour faire le lien. Fait que comme ça, les gens pourront aller voir là, vos œuvres et tout ça. Monsieur de Braga, je voudrais vous remercier énormément de nous avoir accordé du temps d'antenne. Ça a été un plaisir pour moi aussi de vous parler. Et puis, je suis sûr qu'on va avoir l'occasion de se reparler. D'ailleurs, j'ai mon épouse qui est là puis qui me dit « OK, quand tu as fini ton entrevue, je voudrais lui parler. » Alors, pour vous, c'est pas terminé. Pour nous, ça l'est. Mais un gros merci, M. de Braga. Et puis, bonne continuité dans vos œuvres qui restent encore à réaliser merci. Pour encore plusieurs années, j'en suis certain. J'espère aussi. Au revoir, M. de Braga. C'est déjà tout pour cette émission abrégée de Fantastica. Si vous désirez nous suivre, vous pouvez écouter notre programme de 3 heures qui est diffusé une fois ou 2 semaines, et ce, en vous inscrivant gratuitement à notre page Facebook de Fantastica Radio Web afin de connaître les dates de diffusion des nouvelles émissions. De plus, il vous est possible de vous rendre sur notre site web au www.fantasticaradioweb.com, Fantastica avec un K, afin d'obtenir plus d'informations sur cette émission, mais également sur mon podcast Programme Double, dans lequel je vous parle de la création de divers films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Je vous remercie de votre écoute et je vous invite à nous rejoindre de nouveau ici même afin d'écouter notre prochaine édition abrégée de Fantastica.